La promesse d'aujourd'hui, c'est clair, c'est pas que dans 1 heure vous ayez toutes les compétences socio-émotionnelles dont vous avez besoin ou que vous avez envie, parce que c'est un travail qui est progressif. Il y a des outils pour ça qui se travaillent de manière continue et c'est le fait de aussi beaucoup les mettre en application dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, qui fait que on peut aussi développer au fur et à mesure ces compétences-là. Voilà, juste un dernier mot avant de vous mettre ma présentation. Je trouve ça tellement important de pouvoir développer ces compétences parce que je trouve que aujourd'hui les compétences techniques, quel que soit le métier en fait qu'on exerce, ne suffisent pas. En tout cas ne suffisent plus et que cette intelligence-là émotionnelle au travail, dans ses relations avec les autres, dans les relations interpersonnelles, permettent d'avoir des relations plus saines, plus authentiques et de se sentir mieux surtout. Et je pense que voilà, on revient à cette notion aussi de bien-être. Finalement, c'est aussi de se sentir mieux avec soi-même et avec les autres. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous mettre ma présentation. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien toutes. C'est bon, c'est bon. Bon, parfait. Donc, voilà, je ne vais pas revenir sur les objectifs d'aujourd'hui. J'en ai déjà un petit peu là parlé. Donc, on est vraiment sur voilà, le fait de développer des compétences socio-émotionnelles, de savoir comment faire. On va beaucoup parler de l'affirmation de soi, de l'empathie et aussi des compétences socio-émotionnelles qui aident au leadership. Un leadership, en tout cas, comme je l'entends, c'est-à-dire un leadership qui, pour moi, finalement, est assez inné et qui permet vraiment de pouvoir s'affirmer dans ses relations professionnelles, quel que soit son métier. Donc ici, les objectifs d'apprentissage que je remets, donc développer l'introspection, la conscience de soi, savoir reconnaître ses schémas émotionnels, développer sa conscience de l'autre et donc développer ses compétences socio-émotionnelles. Alors, la conscience de soi, elle est importante. Pourquoi? Parce que ça commence par là, en fait. Pour pouvoir être bien avec les autres, forcément, il faut être bien avec soi. Et donc, commencer par faire une certaine introspection, savoir comment gérer ses émotions, savoir les percevoir, les comprendre, en comprendre la signification et pouvoir ensuite les utiliser. Pouvoir utiliser ces émotions, on verra un petit peu cette notion, c'est pouvoir, à partir de ce qu'on ressent, entrer en communication avec les autres. Moi, j'aime beaucoup dire que c'est important dans une communication, par exemple dans une discussion, qu'elle soit difficile ou pas, de parler à partir de ses émotions et pas avec ses émotions. Je trouve que ça fait vraiment aussi toute la différence. Être attentif au corps et à ses ressentis, pourquoi? Parce que c'est une méthode aussi dont je vais vous parler, c'est la méthode SOS. L'émotion, alors le corps détient 98% des informations dont on a besoin. Et donc du coup, les émotions vont passer donc par des symptômes corporels. C'est le symptôme corporel qu'on va percevoir la première fois. On peut ne pas y être attentif. Et louper justement ce que l'émotion veut nous dire et sa signification. Ce qui est important, c'est donc de pouvoir appliquer cette méthode SOS que moi j'aime bien. Je vais vous en parler rapidement. S, c'est la sensation donc qu'on éprouve. S, ensuite O, c'est l'observation. Donc on observe cette sensation. On est déjà attentif au ressenti vraiment corporel. Et S, le dernier S, donc de SOS, c'est la signification. Quelle signification ça a? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi telle personne qui va me dire telle chose? Pourquoi ça va me toucher autant? Alors que ça toucherait peut-être beaucoup moins la personne à côté de moi.
qu'est-ce que ça vient toucher en fait en moi. Donc, ça, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire, en fait, voilà, déjà, la première chose à faire, c'est d'être attentif, donc à mon corps, à ses ressentis, attentif à la façon dont je réagis par rapport à une stimulation en fait extérieure, que ce soit d'une personne, d'un environnement ou autre. C'est la première base, le fait d'être réceptif à ça. Et cette conscience de soi, moi, je commence vraiment le workshop par ça, parce que si on n'est déjà pas réceptif à soi, à ce qu'on ressent et à la manière, en fait, dont on ressent les choses, c'est compliqué d'être attentif à l'autre, de percevoir, lui, ce qu'il reçoit, ce qu'il ressent également, d'être dans l'empathie, etc., etc. Donc voilà, c'était important pour moi vraiment de commencer le workshop par cette notion-là. Voilà, et donc du coup, utiliser ces émotions. Ensuite, une fois qu'on les a détectées, qu'on les a comprises, qu'on en comprend la signification, pour penser et raisonner d'une autre manière. Alors, je termine sur cette partie de conscience de soi qui me paraît tellement importante. On a, en fonction des stimulations extérieures, 3 façons de réagir. On a tous forcément une de ces 3 manières. Alors, de par mon expérience, j'ai vu qu'il y en avait, il y a certaines personnes en fait qui ne savent pas où se situer. On est soit suite à un stimuli extérieur, soit dans la lutte, soit dans la fuite, soit dans le repli. C'est vraiment la partie en fait reptilienne du cerveau qui actionne en fait ces 3 réactions. Et quand je parle de réaction, c'est important parce que le fait justement de se connaître mieux, d'avoir conscience de ses émotions, de savoir les repérer et d'en connaître de plus en plus la signification, va nous permettre de plus en plus, dans nos relations aux autres, de plus forcément être en réaction, mais en réponse. Et ça aussi, c'est une différence fondamentale parce que pour moi, d'être en réaction en permanence, c'est finalement plus une question c'est dérangeant parce que justement, on va être soit dans la fuite, soit dans cette notion de fuite, donc de lutte ou de repli. Déjà, c'est important d'identifier en réfléchissant un petit peu aux événements passés, en réfléchissant un petit peu à toutes ces dernières années, à notre histoire vécue, dans quel type en fait de réaction on est la plupart du temps. Et il y en a vraiment une qui prédomine, j'insiste vraiment là-dessus et c'est important de la connaître parce que je pense que c'est pareil, ça permet justement de repérer nos façons de réagir justement et de pouvoir après y remédier. Et j'aime à dire aussi que d'être présent à soi, à ses émotions, ça permet aussi de nous donner finalement le choix. Donc la notion de choix, pour moi, elle est très importante et d'être libre. La liberté, elle passe aussi par ça. Parce que plus on a cette conscience de nos façons de réagir et plus on se donne aussi la liberté, on se donne le choix de pouvoir faire autrement. Et je pense que voilà, c'est un des fondements finalement de l'intelligence pour moi émotionnelle et du développement de ces compétences-là, c'est d'avoir le choix et donc la liberté dans nos relations aux autres et de plus être tributaire de nos émotions et de plus être tributaire aussi de nos réactions face à des événements qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire les gens autour de nous, que ce soit personnel, professionnel, les événements. Voilà, toute cette partie-là qu'on ne maîtrise pas. Je pense que déjà, si on a notre propre maîtrise à nous et maîtrise du corps et des émotions, ça nous donne vraiment une liberté exceptionnelle. Donc voilà, je crois vraiment à ça et c'est vraiment comme ça que je voulais introduire le workshop. Donc la conscience de soi, elle va mener justement après à la conscience de l'autre, au fait de développer des relations plus saines avec l'autre, à la maîtrise aussi des conflits. Donc ça va aider aussi à préparer des conversations difficiles qu'on pourrait avoir dans la sphère professionnelle ou personnelle. Et ça va aider aussi donc à développer ces fameuses compétences socio-émotionnelles, ce qu'on va voir maintenant. Alors, j'ai commencé par l'authenticité parce que c'est ça que ça amène finalement, la gestion de nos émotions et le développement de cette intelligence émotionnelle.
c'est de l'authenticité, plus d'authenticité. Alors, ça commence bien sûr par nous-mêmes, donc la conscience de soi, donc, et puis l'expression de soi, donc plus d'authenticité dans la relation avec l'autre. L'authenticité, donc je vous ai mis cette définition, je la trouve intéressante, c'est la capacité d'agir et de s'exprimer de manière cohérente avec ses valeurs, ses pensées et ses sentiments, tout en respectant les normes de son entourage. Et quand je parle de normes de l'entourage, évidemment, on est bien souvent, je me remets là, excusez-moi, on est bien souvent influencé par des normes de société, des normes d'entreprise, qui ne correspondent pas forcément à nos valeurs intrinsèques, qui ne correspondent pas forcément à nous, à la façon dont on a envie d'agir, dont on a envie d'être. Et donc, du coup, on est pris un peu en étau entre la façon dont on a envie d'être et de s'exprimer et d'agir et la norme sociale à côté ou la norme d'entreprise. C'est pour ça que c'est important de toujours travailler sur cette conscience de soi pour être vraiment bien ancré, pour savoir qui on est, de quelle façon nous, on a envie de s'exprimer à partir de nous-mêmes, de ce qu'on ressent. Et c'est ce qui va amener beaucoup de cohérence finalement dans nos relations et dans notre communication avec les autres. Voilà, donc je démarrais donc avec cette notion d'authenticité pour passer à l'affirmation de soi. Donc, l'affirmation de soi, donc c'est toujours pareil. Si on ne sait pas bien qui on est et si on n'est pas à l'écoute de soi-même, c'est compliqué d'être dans cette affirmation de soi. L'affirmation de soi, à la base, c'est vraiment un instinct. C'est-à-dire comme une vigilance face à des situations et des événements extérieurs qui pourraient comporter un risque ou une menace pour nous, pour notre intégrité ou notre dignité. Donc, un instinct de protection, finalement. C'est tout ce qui va jeter un trouble, semer un doute, donc sur qui on est nous, donc sur notre intégrité personnelle. Et c'est la motivation donc à conserver, à défendre cette image de soi, ses pensées, ses croyances, par différents moyens. Donc l'affirmation de soi peut passer par la justification, l'explication, voilà, par différents moyens. Là, je reparle également de la différence en fait entre l'affirmation de soi et puis la conformité, cette notion de conformité, d'uniformisation à laquelle on peut être confronté et qui est pas forcément toujours évidente à gérer. Il ne s'agit pas pour coller aux normes de se mettre dans la peau finalement de quelqu'un d'autre, mais de pouvoir justement travailler cette affirmation de soi. Et donc, moi, je la considère vraiment comme une compétence socio-émotionnelle parce qu'elle est directement liée donc à la conscience de soi et de ses émotions. Donc, savoir s'affirmer pour exercer son influence et son leadership. La notion de leadership, donc je fais juste une petite parenthèse. Comme je l'ai tout à l'heure énoncé donc en introduction, il n'y a pas que les managers qui ont besoin de leadership, il n'y a pas que les managers qui sont leaders. Je crois vraiment à cette notion aussi d'un leadership participatif, d'un leadership inné ou d'un leadership même à développer chez certaines personnes. Et ça passe justement, le développement du leadership, par le développement de cette affirmation de soi. Et donc, l'affirmation de soi, j'aime beaucoup passer par cette courbe, en fait, des émotions. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on énonce le problème, donc on met un point dessus. Voilà, de manière très concrète. Ensuite, on exprime justement les émotions que ça peut entraîner, avec sincérité et mesure. On exprime ensuite ses attentes, on exprime plutôt ses besoins, je dirais ses besoins. Voilà, de quel besoin en fait, de quoi on a besoin. Besoin de respect, besoin d'intégrité, besoin de reconnaissance, de responsabilité, peu importe. Et ensuite, c'est la demande. Donc, on propose voilà, quelque chose qui pourrait être compatible en fait avec le besoin qu'on peut avoir. Cette notion-là, en fait, c'est un autre outil que je voulais vous partager, qui est l'outil qui fait partie des outils de communication non violente et qui est l'outil de OSBD. OSBD, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent ou pas. Oui, Priscilla, ouais. Alors, c'est un super outil et cet outil-là, donc du coup, il nous aide
à plusieurs niveaux, dans la sphère professionnelle, dans la sphère personnelle. Et c'est vraiment donc un outil qui va nous permettre d'avoir des conversations plus authentiques avec l'autre, de pouvoir s'affirmer de manière plus juste et plus authentique à partir de qui on est et à partir de ce qu'on ressent, et qui va permettre, donc comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir s'exprimer non pas avec nos émotions, mais à partir de nos émotions. Et c'est un outil, donc du coup, qui, à travers, donc, qui doit être pratiqué. Parce que moi, je vais vous dire un peu à quoi ça correspond. On trouve toutes et tous ça super simple une fois que c'est énoncé. Mais finalement, dans la vraie vie et dans certains contextes en fait de difficulté, c'est différent. Donc, OSBD, c'est le O pour observation, le S pour sensation, le B pour besoin et le D pour demande. Donc, en fait, c'est finalement ces 4 lettres vont nous aider à construire différemment nos conversations. On est vraiment sur, c'est vraiment une méthode en fait de communication qui permet de parler de manière plus sincère et plus authentique et du coup de beaucoup mieux faire passer les messages. C'est une méthode qu'on utilise beaucoup pour préparer des conversations difficiles, pour pouvoir justement s'affirmer par rapport à l'autre, que ce soit justement un manager, une personne. C'est vraiment une technique, une méthode de communication qui nous permet finalement de mieux nous respecter et du coup de mieux faire passer les messages. Donc OSBD, observation. Je trouverais ça intéressant peut-être voilà, de pouvoir échanger là-dessus, sur cette méthode-là rapidement en quelques minutes. Je vais vous donner un exemple. Je suis, en fait, je peux être, par exemple, dans une situation compliquée avec un collègue. Je trouve que dans sa façon de faire avec moi, il ne me respecte pas. Donc, ça vient me toucher. Pourquoi ça vient me toucher? Peut-être parce que moi, j'ai un besoin sous-jacent, en fait, de reconnaissance ou peut-être de manque de légitimité. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il ne me respecte pas par rapport à sa façon de faire avec moi, par rapport à sa façon de communiquer avec moi. Et donc, ça me dérange énormément. Et plus ça me dérange, plus je développe peut-être un peu d'agressivité dans mes paroles, avec lui, dans les conversations. Et donc, du coup, la relation se détériore. Et donc, du coup, si je mets en place cette méthode OSBD, ça va me permettre de préparer justement une conversation avec lui et de pouvoir désamorcer non seulement moi, ce mal-être qui ne cesse de grandir parce qu'il n'est pas géré, et peut-être parce que moi, j'ai pas mis le doigt sur le fait que ça me touche autant parce que j'ai un manque de légitimité, j'ai un manque de reconnaissance ou autre. Et ça va vraiment me permettre de rouvrir le dialogue avec lui et de pouvoir me faire comprendre. Et donc, l'objectif, ce serait d'aller le voir et de lui dire, voilà, moi, j'ai observé que ces derniers temps, tu me parlais d'une certaine manière. Moi, la façon dont tu t'adresses à moi me fait me sentir très mal. J'ai vraiment un sentiment de manque de respect de ta part. Et j'ai vraiment besoin de pouvoir me sentir respectée dans notre relation. J'ai vraiment besoin que la façon dont tu t'exprimes vis-à-vis de moi soit différente. Et donc, du coup, je te demande les prochaines fois de pouvoir soit venir me parler s'il y a un problème spécifique en amont, soit de pouvoir employer d'autres termes quand tu me parles. Voilà, par exemple. Ça, c'est ça, la méthode OSBD. Donc, c'est vraiment une méthode qu'on va suivre à la lettre. Alors, au début, quand on l'utilise, ça fait pas très naturel parce que on a l'impression de dérouler en fait l'OSBD. J'observe, j'ai le sentiment que j'ai besoin et je te demande. Mais au fil du temps et avec beaucoup d'applications en fait et à force de l'utiliser, c'est quelque chose qui devient de plus en plus naturel et qui nous permet vraiment non seulement
de se respecter soi et ce qu'on ressent, mais en plus de savoir l'exprimer à l'autre d'une manière beaucoup plus authentique. Et généralement, ça marche très bien parce que la personne en face de nous ne va pas du tout être dans une dans une réaction justement plus agressive ou autre, mais va prendre en compte vraiment notre ressenti. Parce que finalement, on base l'expression et la communication là-dessus. Voilà. Et donc, du coup, c'est une méthode que je voulais vous partager. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que ça vous paraît clair? Super. Alors, dans les compétences socio-émotionnelles, il y a aussi la confiance. Cette notion de confiance, je voulais développer un petit peu aussi dans le workshop parce que elle me paraît importante. La confiance, alors je vous en ai mis une définition, c'est la conscience donc d'un risque que nous sommes prêts à prendre ou pas dans une relation avec quelqu'un ou dans un groupe. Et c'est calculé en fonction de la compétence, donc de l'autre, l'aptitude, la capacité, l'habileté, de l'intégrité, donc toujours de la personne en face de nous, donc son honnêteté, sa fiabilité, sa droiture, en tout cas de ce qu'on peut en percevoir, ou de ce que des expériences passées avec cette personne ou ce groupe ont pu nous en faire percevoir. Et la bienveillance, donc cette notion d'humanité, de respect et d'ouverture que l'autre peut avoir de manière générale ou envers nous. Donc, et la confiance, donc elle est importante dans nos relations. Il y a une différence entre faire confiance et inspirer de la confiance. Inspirer de la confiance, c'est vraiment, là on est vraiment sur des compétences d'intégrité et de bienveillance. Et faire confiance, moi j'ai voulu le ramener aujourd'hui dans le workshop à une notion qu'on ne connaît pas forcément et que je trouvais du coup intéressante de pouvoir explorer, c'est le style d'attachement. Le style d'attachement, c'est important. C'est une notion vraiment intéressante. Là, on se rapproche beaucoup plus des notions de psychologie. Pas besoin non plus d'avoir fait beaucoup de psychologie pour comprendre cette notion-là et pour déjà pouvoir l'utiliser. C'est déjà quelques clés, en fait, à utiliser pour savoir toujours mieux comprendre finalement la personne en face de nous et pouvoir justement adapter après, une fois qu'on a mieux compris l'autre, son style de communication et oui, le style de communication et la relation en fait qu'on va pouvoir mettre en place avec l'autre. Et donc le faire confiance, donc lié au style d'attachement. Je vous ai remis là donc du coup les différents styles d'attachement. Donc et bien évidemment, c'est quelque chose qu'on peut creuser encore plus. C'est des notions vraiment intéressantes. Mais là, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui de juste vous donner déjà quelques clés de compréhension. En fait, les styles d'attachement, ça vient de quoi? Ça vient de l'enfance, directement. De l'enfance, de la façon dont justement l'attachement s'est construit vis-à-vis de nos parents, beaucoup vis-à-vis de la mère, bien souvent. Et donc du coup, on se situe tous plus ou moins en fait, alors c'est généralisé, mais plus ou moins en fait dans une case, même si j'aime pas ce terme-là, mais dans mon tableau. Et ça permet vraiment, une fois qu'on a un petit peu cette notion-là finalement, ça nous permet un petit peu plus d'être capable de cerner l'autre et de mieux le comprendre. Et je le répète, c'est vraiment pas pour enfermer l'autre dans une case, c'est vraiment pas pour être dans le jugement, bien au contraire, c'est pour vraiment toujours développer cette écoute active, cette empathie, on verra un petit peu la notion d'empathie après, et cette bienveillance dans nos relations avec l'autre et dans la communication qu'on peut avoir avec l'autre. Et donc du coup, sur ce tableau, on voit, excusez-moi, on voit qu'il y a des styles ambivalents. Donc, on peut être un style d'ambivalent. Ambivalent, donc c'est une forte anxiété, donc une faible estime de soi et un faible évitement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attentes en fait positives vis-à-vis des autres. Donc, la personne en fait qui serait ambivalente est assez dépendante et a besoin d'affiliation. Là, dans le tableau, ce qui est important finalement, c'est les besoins. Besoin d'affiliation. Le désorganisé va avoir besoin de sécurité, le sécurisant besoin d'accomplissement et l'évitant besoin de pouvoir. Alors évidemment, c'est très général. Je ne vous dis pas que à la sortie du workshop, vous allez croiser quelqu'un et vous allez vous dire alors lui, je suis sûre qu'il est
types d'attachement sécurisants. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est des premières clés en fait. Et c'est des premières bases voilà, que je voulais vous partager. Après, c'est à creuser si ça vous intéresse évidemment. Mais voilà, quand on est manager, quand on gère une équipe, ou même voilà, dans la vie quotidienne, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir essayer de plus en plus en fait de mieux comprendre l'autre en fait, ce qui est tellement difficile et ce qui est tellement challengeant chaque jour. Donc à partir de la reconnaissance des émotions, à partir d'un style d'attachement aussi peut-être, et ça permet vraiment ensuite, par exemple en tant que manager d'une équipe, de pouvoir adapter finalement sa communication. Donc faire confiance. J'ai des questions. Oui. Catel, j'ai des questions. Si tu reviens sur ta page précédente, pour aller, puisque effectivement, c'est très intéressant et ça peut avoir beaucoup d'impact, en tout cas d'explication. Oui. Est-ce qu'on a des moyens de détecter relativement, sans se tromper, avec le minimum d'erreurs possible, la case dans laquelle on va mettre l'autre? Est-ce qu'il y a des tips? Le type de besoin. Alors, moi, je le ramène toujours justement aux émotions, c'est-à-dire essayer déjà de comprendre en fait de quelle manière l'autre s'exprime. C'est-à-dire que la façon de communiquer de l'autre, en fonction justement des émotions qu'il va pouvoir ressentir, c'est des bons indicateurs. Par exemple, en tant que manager, je reprends l'exemple précédent. Si vous avez une personne qui a toujours dans votre équipe, par exemple, ou une personne que vous connaissez, qui a toujours l'impression qu'on lui parle mal, qu'on lui manque de respect. Je vous disais tout à l'heure, ça peut être intéressant de creuser plus et de savoir ce que ça vient toucher. Et donc, du coup, ça peut être là, par exemple, des personnes, alors, il faudrait que je développe un peu plus mon exemple, mais oui, une personne, justement, qui va, dans son comportement, donc qui va toujours être dans cette recherche-là, de respect de l'autre, qui a toujours besoin de demander l'avis au manager, qui va vraiment être dans cette dont on sent par exemple justement l'inquiétude perpétuelle. Donc c'est vraiment dans le comportement et dans la façon de communiquer de l'autre qu'on va pouvoir un peu discerner son mode d'attachement. Et ben on va pouvoir se dire peut-être qu'il a un fort besoin d'affiliation. Donc, faible estime de lui-même. Donc, ça veut dire que les actions qu'on va pouvoir mettre en face, c'est peut-être justement par rapport à cette personne-là, de pouvoir justement le mettre dans des situations où il va peut-être plus s'exprimer, plus prendre la parole, peut-être le pousser à être force de proposition plutôt que de demander toujours l'avis des autres. Donc voilà, c'est vraiment comment, dans le style de communication de l'autre et dans sa façon de se comporter et dans les besoins qu'il amène, qui va vous amener finalement à travers ce qu'il peut vous dire, etc. Comment détecter son besoin principal et dans quel type en fait de style d'attachement il va être pour ensuite pouvoir mettre des actions en place parce que c'est ça qui est important. C'est vraiment les actions derrière qu'on va pouvoir mettre en place et puis le style aussi de communication qu'on va pouvoir avoir avec lui. Quand je disais tout à l'heure utiliser les émotions, c'est pas du tout dans un style, c'est pas pour manipuler, mais comprendre les émotions de l'autre, comprendre comment il fonctionne et quel est son besoin finalement. Une personne qui a besoin de sécurité, on va pas être dans la même communication avec lui qu'une personne qui a besoin de pouvoir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le stimuler de manière différente, en fait, dans sa façon de communiquer et dans sa façon justement d'utiliser chez lui certaines émotions pour l'amener à faire certaines choses. Par exemple, une personne qui va avoir besoin d'accomplissement, qu'on a repéré vraiment dans ce mode-là, en fait, dans ce style d'attachement sécurisant, une personne qui va avoir besoin d'accomplissement, on va pouvoir, par exemple, solliciter chez elle certaines émotions telles que, par exemple, des émotions de joie ou des émotions aussi de colère. Parce que la colère va aussi
est très lié en fait au besoin d'accomplissement. Et si dans une certaine situation, par exemple, vous avez besoin que votre équipe s'engage parce qu'il y a un gros projet de réorganisation dans l'entreprise, c'est important de savoir, en fonction des personnes que vous avez en face de vous, quelles émotions vous allez susciter chez elles. C'est pas du tout de la manipulation, mais c'est vraiment de la proactivité finalement dans sa relation à l'autre. Si on suscite de la joie et peut-être de la colère, c'est pas que une émotion négative, c'est une émotion qui va aussi susciter chez la personne parfois un certain engagement, un certain besoin d'affirmation, de proactivité dans un projet, etc., etc. Alors, j'ai juste une question. Ouais. Elsa, vas-y. Elsa, oui, voilà. C'était pour savoir si, selon toi, est-ce qu'on peut avoir des styles d'attachement différents aussi en fonction de la typologie de personnalité qu'on a en face, ou tu penses qu'on s'inscrit quand même globalement dans une case? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile en fait de se dire en effet que on n'est que ambivalent, que désorganisé, parce que ça peut être de manière plus ou moins forte. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que on va s'inscrire, on a vraiment un style d'attachement, en tout cas qui prévaut et qui va être vraiment dominant. Après, il peut être plus ou moins fort et on peut l'exprimer de manière plus ou moins forte. C'est comme, voilà, en psychologie, ça peut être comme d'autres choses où on ne va pas forcément mettre la personne dans une case et se dire, bon, bah lui, il est vraiment comme ça, il manque d'assurance, il est interdépendant, il manque d'estime de lui-même, etc. Ça peut être à des degrés bien évidemment différents, mais on s'inscrit quand même dans un style propre d'attachement. Et vraiment en fonction de l'enfance et de la façon en fait dont on a lié le lien et la relation avec nos parents. Et je parlais beaucoup de la mère aussi tout à l'heure. La façon dont, par exemple, l'exemple qui me vient, c'est la mère qui va être là. Alors pareil, hein, je parle de manière très générale hein, parce que je ne suis pas du tout psychologue, mais en tout cas, ça pourrait être un bon exemple. La mère avait auprès du nourrisson qui va être là et puis qui va plus être là et qui va être là en termes de présence en fait physique et puis qui va plus être là. Et ben ça, c'est le premier lien justement d'attachement envers l'autre. C'est la première relation. Et finalement, ça va construire notre façon à nous de nous inscrire dans nos relations futures en créant justement un style d'attachement. Voilà, là, l'exemple que je cite, par exemple, on est dans l'ambivalence. Donc, la forte anxiété, en fait. L'ambivalence, l'inquiétude, donc la dépendance par rapport à l'autre et donc ce fort besoin d'affiliation. Voilà, mais après, je vous invite vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, à aller le creuser un peu plus parce que je fais toujours attention, en plus là, dans le workshop d'aujourd'hui, de ne pas dévier vers quelque chose de trop psychologique et voilà, de partir dans un truc. Voilà. Donc, si j'ai répondu à ta question, Elsa, super. Dis-moi. C'est bon? Pour tout le monde, c'est clair? Pour moi, c'est bon. C'est bon? Ok, super. Alors, donc, je continue. Donc, faire confiance, bien évidemment, en tenant compte des styles d'attachement. Donc, en fait, l'autre, il a besoin de quoi? Est-ce qu'on a besoin de lui donner un peu plus d'assurance et de sécurité? Est-ce qu'on a besoin justement de créer des attentes positives avec l'autre donc dans la relation? Est-ce qu'on a besoin de faciliter l'expression des opinions? Bref, enfin, il y a différentes actions en fait et différents comportements après à mettre en place. Est-ce qu'on est plus dans la bienveillance? Est-ce qu'on est plus dans une relation d'authenticité avec l'autre? Est-ce qu'on est plus dans l'empathie? Et ça va vraiment dépendre de du style d'attachement de la personne en face. Et donc, bienveillance, authenticité, empathie, je crois que j'ai une slide après, mais voilà, c'est vraiment pour moi les 3 compétences socio-émotionnelles, évidemment à développer. Bon, c'est peut-être pas nouveau ce que je vous dis, mais en tout cas, quand on est chef d'équipe, quand on est manager, encore plus parce que je parle de ça, on a vraiment la responsabilité de la relation avec les autres et puis du bien-être des personnes avec qui on travaille.
c'est vraiment important de pouvoir, développer ces compétences-là. Et pour moi, développer ces compétences-là, ça passe vraiment par une meilleure connaissance de l'autre. Et c'est vraiment comme ça que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui les compétences socio-émotionnelles. C'est pas en vous disant soyez plus empathique, quand même, essayez de vous mettre à la place de l'autre quand il parle, soyez plus authentique, écoutez-le. Enfin voilà, je voulais pas vous dire des choses bateaux comme ça aujourd'hui dans le workshop, mais vraiment vous dire, en fait, développer ces compétences socio-émotionnelles-là, ça passe vraiment par la connaissance de soi et donc par la connaissance de l'autre aussi. Je vous donne un exemple, parce que je parle d'écoute et d'écoute active. Ça fait partie des relations et d'une communication authentique. C'est par exemple ne pas être en face de l'autre et avoir un certain recul finalement par rapport à soi et à ses émotions pour savoir gérer une situation de crise, une situation où la personne peut-être va se mettre à pleurer en face de vous, ne pas pleurer avec elle, ne pas aussi rentrer dans un dialogue de projection, en fait, où la personne va nous raconter quelque chose et nous, on va lui dire « Ah bah, c'est marrant que tu me parles de ça, c'est exactement ce que je ressens. Il m'est arrivé la même chose il y a 1 ou 2 ans. » Voilà, c'est vraiment comment on est dans l'écoute active avec l'autre, comment on a une communication de qualité. Et ça, je vais en parler aussi après. Donc voilà vraiment le biais par lequel je voulais passer aujourd'hui pour vous présenter ça. Voilà, c'est une slide qui peut vous paraître un peu compliquée. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus parce que c'est des choses en fait que j'ai déjà dites. Donc, il y a toute la partie de soi. Voilà, comment on est déjà avec soi-même. Est-ce qu'on s'accepte soi-même? Est-ce qu'on accepte soi-même ses émotions, de ressentir certaines choses, de ne pas toujours être dans la joie tous les jours, des fois être peut-être un peu plus plombé. Voilà, ne pas toujours faire les choses de manière juste, comment on se gère nous-mêmes par rapport à soi, comment on fait, quel est le niveau d'introspection qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à ça. Et puis après, la partie donc collaborateur, donc le style d'attachement, comment on va aider l'autre, comment on va faire en sorte que l'autre nous fasse confiance, et donc du coup l'embarquer beaucoup plus facilement avec nous dans des projets et dans des choses voilà, qui nous tiennent à cœur. Voilà, donc ça, c'est un petit peu une redite de ce que je viens de vous voir avec vous. Alors, l'empathie, moi, je vais partir maintenant là-dessus. C'est une autre compétence socio-émotionnelle importante. Donc, savoir comprendre les autres avec empathie pour faciliter la collaboration. Donc, en fait, vous voyez aussi, bien évidemment, qu'il y a toujours une notion d'action derrière la compétence socio-émotionnelle. Comment on va favoriser l'action? Comment on va favoriser une action plus juste, une action plus saine avec l'autre? Comment on va susciter la collaboration? Et donc, l'empathie, pour moi, on est toujours sur une notion d'affirmation. Et je le mets là, c'est s'affirmer aussi pour préserver l'intégrité des personnes de son organisation. Alors, c'est-à-dire rentrer en empathie avec l'autre, avoir de l'empathie pour l'autre. Donc, c'est pas pleurer avec lui, c'est réussir à peu près à essayer de comprendre en fait ce que l'autre vit et pouvoir essayer de comprendre les émotions qu'il peut avoir. Et ça ne veut pas dire avoir les mêmes émotions que lui au même moment. Et donc, l'empathie, donc moi, j'aime bien faire la distinction, en fait, entre la reconnaissance émotionnelle, c'est-à-dire concrètement, on a conscience des émotions, en fait, de la personne en face de nous, peut-être qu'on fait attention aux non-dits, qu'on peut peut-être repérer, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment discerner et prendre conscience de l'état émotionnel de l'autre. Il est bien, il n'est pas bien. Enfin, voilà, quelles émotions, en fait, il transmet. Donc ça, c'est la reconnaissance émotionnelle. L'attention empathique, après, c'est vraiment, OK, donc j'ai repéré qu'il était comme ça. Quelle attention je lui porte? Est-ce que je lui porte une attention empreinte de jugement ou pas? Est-ce que je vais juger ses émotions? Et est-ce que je vais mettre est-ce que même je vais mettre en cause ou en tout cas juger de la sincérité de ses émotions? Donc ça, c'est vraiment porter un jugement sur le ressenti de l'autre. Entre parenthèses, si on arrive soi-même à ne pas juger ses propres ressentis, toujours de la même manière, on sera plus à même de ne pas juger les ressentis de l'autre. C'est-à-dire,
En fait, bah non, je pense pas en fait que tu ressentes ça. Mais pourquoi tu ressens ça? Je pense que c'est pas juste de ressentir ça. Bah ne pleure pas, ça sert à rien, ça en vaut pas la peine. Bah ça, c'est une communication, bah finalement qui part d'un certain jugement par rapport à ce que l'autre peut ressentir. Et la troisième chose, donc c'est l'adoption donc de la perspective d'autrui. Donc concrètement, on repart dans cet esprit d'écoute active. Bah en fait, j'essaie de me décentrer, de me mettre en position de ce que j'appelle la métaconscience, c'est-à-dire que comme si j'étais dans un hélicoptère. Donc là, je me mets dans mon hélicoptère, donc je prends du recul, je prends de la hauteur sur la situation. Je me laisse pas aller et glisser en fait avec l'autre dans cette situation et toute débordante en fait de mes émotions. C'est la capacité donc de se décentrer pour se mettre vraiment consciemment bah, à la place d'autrui. Donc pas pour ressentir la même chose, mais pour vraiment véritablement comprendre ce qu'il ressent. Donc voilà, j'aime bien parler d'écoute active justement ou d'écoute empathique. Et donc, du coup, l'importance justement de cette attention, de cette écoute empathique, donc c'est de mettre en parenthèse notre jugement et l'évaluation en fait de la situation ou de l'autre. C'est adopter la perspective de son interlocuteur. Et j'ai précisé là que les émotions négatives désactivent les neurones impliqués dans l'empathie. Voilà. Donc en fait, on est toujours dans une histoire d'émotions. Les émotions négatives, c'est-à-dire que bon bah voilà, c'est assez simple à comprendre. Si on est justement bah, nous-mêmes dans une émotion, je sais pas, par exemple si on est dans la colère, dans la frustration, peu importe, et ben du coup on va avoir beaucoup plus de difficultés à être empathique. Les émotions négatives, je parle aussi d'anxiété. L'anxiété, il y a des gens en fait qui ne savent pas qu'ils sont anxieux. Il y a des gens qui sont souvent anxieux comme ça de manière bah, naturelle pendant très longtemps. Et l'anxiété, cet état d'anxiété va aussi faire en sorte qu'on on va avoir beaucoup plus de difficultés aussi à être dans l'empathie avec les autres. Donc, faciliter le développement de son équipe et de l'organisation, une conversation à la fois. On est beaucoup, donc je vous parle beaucoup donc, de manière de communiquer, de manière d'être vis-à-vis de l'autre. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que notre manière d'être va insuffler la manière de faire et qu'elle sera beaucoup plus juste, justement, l'action, si on part vraiment de l'intérieur de nous-mêmes et de nos émotions. Donc, là, je voulais vous parler donc, des erreurs fréquentes et des moyens de les corriger dans la communication avec l'autre. Donc, on a beaucoup parlé d'écoute active, d'écoute empathique. Je vous ai parlé aussi donc, de cet outil OSBD pour justement améliorer notre communication avec l'autre qui fait partie vraiment de cette technique, ce qui est vraiment une technique de communication non violente. Toujours dans l'objectif de pouvoir exprimer à l'autre ce qu'on ressent et de permettre aussi à l'autre d'exprimer ce qu'on ressent. Parce que je suis persuadée aussi que nous, d'avoir cette certaine vulnérabilité, qui n'est pas une faiblesse, bien au contraire, permet à l'autre et donne l'autorisation aussi à l'autre de rentrer lui-même dans sa vulnérabilité et donc d'adopter une communication beaucoup plus authentique, justement. Donc, des erreurs fréquentes et des moyens de les corriger, par exemple, donc, sur ma colonne de gauche, donc c'est les erreurs fréquentes, par exemple, poser une question fermée, donc celle qui appelle un oui ou un non. Donc, je vous mets en face un moyen parmi d'autres, évidemment, de corriger ça, reformuler la question en commençant par quoi ou par comment. Donc ça, c'est plutôt classique. Une autre erreur fréquente, demander par exemple pourquoi, qui entraîne donc une justification, voire une réponse défensive. Réponse défensive égale réaction. Donc l'autre va être en réaction et pas forcément en réponse, si on est sur justement un comportement défensif. Demander plutôt quel facteur, qu'est-ce qui s'est passé pour. Voilà, avoir un autre type de communication, utiliser des mots différents. Et autre erreur fréquente, offrir ou suggérer une solution. Donc là, je mets en face suivre votre intuition, explorer le champ de votre idée.
Donc ça, c'est pour pas, quand on est dans une relation, en fait, l'autre nous demande de quoi faire. Plutôt que de suggérer une solution à l'autre, c'est plutôt de suivre notre intuition, et c'est-à-dire d'explorer, ou plutôt d'ouvrir le champ des possibles, et peut-être de répondre par du questionnement. Voilà, dans la communication aussi, et je trouve que c'est tout à fait aussi en lien avec les compétences donc socio-émotionnelles. Le questionnement est très puissant, et c'est ce qui aussi peut ouvrir différents champs de possibilités et différents champs de perception aussi. Donc voilà, après, donc, il y a différentes choses. Si vous avez le PowerPoint après, vous pourrez également revenir en fait sur ces différentes erreurs ou pas. Mais voilà, c'est vraiment une idée de comment en fait améliorer sa communication avec l'autre et amener aussi l'autre de cette manière-là à s'exprimer plus clairement et à exprimer beaucoup plus sereinement ce qu'il a en lui et ce qu'il pense vraiment. Voilà. Et donc, du coup, là, donc pareil, donc, qu'est-ce qui favorise la compréhension dans une conversation? Donc, des interventions qui engendrent de l'information. Donc, mettre à jour des perspectives ou des croyances, élargir donc, le champ de la conscience, approfondir la compréhension. Ça, j'ai envie de vous dire que c'est tous les effets bénéfiques qu'on peut avoir suite à une communication beaucoup plus authentique. Donc, en utilisant l'outil OSBD, en utilisant du requestionnement, comme on a vu avant, ça permet vraiment justement d'élargir le champ de conscience, de peut-être se mettre dans une position de prendre du recul, de prendre plus de recul par rapport à ce qui se passe, de moins être dans le jugement et d'introduire de nouvelles idées, d'être plus créatif aussi. Voici quelques clés là pour une conversation appréciative. Donc, ça, c'est des clés qui peuvent être intéressantes aussi dans de la gestion de conflits, dans de la préparation de conversations plus difficiles, par exemple. Donc, il y a six clés, en fait, ici. Concevoir déjà dans un premier temps un cadre positif pour la conversation. Adopter une attitude de curiosité. Donc, chercher à comprendre, garder l'esprit ouvert, prêt à envisager des idées différentes des siennes. Comment concevoir ce cadre-là et adopter cette attitude-là? C'est aussi en préparant, du coup, la conversation ou l'entretien et en se demandant comment je me sens, moi, au démarrage de cette conversation. Comment j'ai envie de me sentir à la fin de cette conversation et comment l'autre se sent, d'après les éléments que je peux avoir, comment l'autre se sent dans cette conversation-là et comment j'ai envie qu'il se sente à la fin. Voilà, donc ça, c'est aussi des manières de pouvoir diriger en fait la conversation et de pouvoir la préparer de manière sereine, toujours à partir des émotions. Et de se demander comment j'ai envie que l'autre se sente à la fin de la conversation. C'est une question qui va amener, qui va nous permettre d'amener en fait la conversation et l'entretien de manière complètement différente, parce que du coup, on va vraiment être aussi sur une écoute et une attention de l'autre différente par rapport aux émotions qu'il pourrait avoir et par rapport à ce qu'on a envie, nous, de susciter en fait chez lui à travers cette conversation. Catel, j'ai une question. Oui. Très intéressant là, ce que tu nous donnes. Concevoir un cadre positif, tu peux nous donner 2-3 explications? Ouais, concevoir un cadre positif pour la conversation, c'est vraiment repartir. Moi, j'aime bien repartir justement de cette méthode OSBD. C'est-à-dire, alors, donc déjà, quand je parle de cadre positif, c'est moi déjà le poser, donc moi, donc du coup, en réfléchissant à comment j'ai envie que l'autre se sente, etc. Et c'est aussi démarrer, en fait, pouvoir démarrer une conversation en demandant à l'autre comment il se sent et quel est son besoin. Et la notion de besoin, en fait, je la remets à chaque fois, elle est tellement importante parce qu'au final, si vous réfléchissez bien, combien de fois par jour, par mois ou par an, vous demandez à la personne en face de vous ou même aux gens en fait dans votre famille qui vous entourent quel est leur besoin, de quoi ils ont besoin en fait. Au début
Voilà, et c'est démarrer la conversation en disant à l'autre, bah, en fait, quel est ton besoin là aujourd'hui et quel est ton besoin à travers la conversation qu'on va avoir. Voilà, et je trouve que c'est important et pour moi, ça fait partie vraiment du cadre, de la façon de poser le cadre avec l'autre, de le prendre en compte. Hein. C'est aussi voilà, la notion de prise en compte. Catel, oui. Moi, est-ce que tu peux préciser ce que tu appelles besoin? Parce que ça reste un peu théorique pour moi. Parce que je ne me vois pas commencer une discussion avec par exemple, ma meilleure amie en lui disant c'est quoi ton besoin? Je ne comprends pas. Alors, je vais répondre à cette question en prenant un exemple. En fait, pour moi, ça a été très clair de comprendre cette notion de besoin à travers cet exemple-là. J'ai beaucoup en fait suivi et collaboré aussi un peu avec une personne, une experte justement en intelligence émotionnelle au Canada, qui travaille beaucoup avec les enfants dans les écoles. Donc son public, c'est des enfants. Et au tout début des classes, donc elle faisait le tour des enfants, elle leur disait donc comment tu te sens, ok, quel est ton besoin? Et en fait, les enfants répondaient, moi aujourd'hui j'ai besoin de calme. Moi aujourd'hui, dans ce qui va se passer là, j'ai besoin d'être un peu plus écoutée ou j'ai besoin peut-être que la conversation dure moins longtemps parce que je suis fatiguée aujourd'hui. Et en fait, le besoin, du coup, je le mets vraiment en rapport avec la façon dont on est, la façon dont on se sent. Donc, je le ramène vraiment aux émotions. Comment tu te sens? Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. De quoi tu aurais besoin? D'un peu de calme ou alors peut-être pas aujourd'hui de discuter de certains sujets qui fâchent, peut-être les remettre à un autre jour. Et voilà, vraiment la notion de besoin reliée toujours encore une fois à l'émotion finalement. Ça va? C'est plus clair du coup? Ouais. Voilà. Et je trouve que de démarrer une conversation comme ça, ou même de démarrer une journée comme ça, ou peu importe ce qu'on en démarre en fait, ça change beaucoup de choses. Et puis, c'est vraiment une prise en compte de l'autre aussi, dans la façon dont il est. Et c'est pas évident parce que vous verrez que si c'est une pratique que vous mettez en place, les gens ne savent pas quoi répondre. On a besoin de développer aussi ce vocabulaire-là du besoin parce qu'on l'a plus finalement et du besoin et le vocabulaire de l'émotion parce que finalement c'est vrai et vous verrez en le pratiquant un petit peu à part les gens ont trop l'habitude de nous répondre que ça va ou ça va pas, oui ça va bien, ça va moyen, mais en fait comment tu te sens réellement? C'est difficile et moi je pars du principe que de savoir nommer l'émotion c'est déjà un premier pas pour ensuite la comprendre. Parce que si déjà on n'arrive pas à la nommer, c'est beaucoup plus compliqué de faire le cheminement en fait derrière. Donc vraiment ce vocabulaire de l'émotion, à part les émotions primaires qu'on connaît bien, je suis en colère, je suis triste, donc la colère, la joie, la tristesse, la peur, voilà, c'est vraiment les émotions primaires. Ça, on est très à l'aise avec, mais par contre, pour creuser un petit peu plus et pour parler un petit peu plus de nous, c'est beaucoup plus difficile. Et le besoin, vous verrez que ça va être pareil, vu que les deux sont reliés. Donc, c'est vraiment quelque chose, à force de pratique, à vraiment développer. Voilà, si je reprends mon slide, donc bien sûr, encourager chacun à participer à la conversation, rechercher le meilleur de chacun, s'attendre toujours à être agréablement surpris. C'est aussi, là je reviens, la compétence, vous avez bien vu, ces compétences socio-émotionnelles, c'est aussi dans notre posture en fait. Elles vont jouer dans notre posture donc de leader. Moi j'aime bien ce mot parce que finalement, tout le monde peut développer ce leadership. Il y a des leaders qui sommeillent en nous, voilà, on ne le sait pas toujours. Et c'est vraiment une posture finalement liée à l'affirmation de soi, liée à toutes ces compétences socio-émotionnelles dont je vous ai parlé. C'est vraiment une posture en fait. Et la posture vis-à-vis de l'autre aussi, elle est importante. Et donc rechercher le meilleur chez l'autre, s'attendre à être agréablement surpris. C'est toujours aussi ne pas se positionner, ne pas être en posture haute, mais en posture basse. Pour moi, c'est important. La posture basse, on ne va pas être le sachant, mais on va s'attendre justement à être surpris par les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une posture qui va permettre aux autres aussi peut-être d'un peu plus se dévoiler et qui va pouvoir aussi
à mon avis, beaucoup stimuler la créativité, le foisonnement d'idées. Ok, tu as une idée, dis-la nous, et c'est pas grave si c'est pas une bonne idée. Et vraiment, de plus en plus, de rentrer aussi dans cette posture-là, ça va permettre aussi de ne pas avoir peur de l'échec, de faire en sorte que l'autre, il peut se tromper aussi, de lui donner l'autorisation de se tromper. Et voilà, je trouve que c'est important. C'est un des bénéfices importants du développement de ces compétences socio-émotionnelles, parce qu'on est dans une culture en France qui ne valorise tellement pas l'échec, et ça depuis l'école, en fait, que c'est pas des réflexes qu'on peut avoir, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir les développer. La posture basse de manager, de leader, quelle que soit la position qu'on a et le métier qu'on a vis-à-vis des autres, ça va leur donner vraiment cette autorisation à dire, à exprimer, à se tromper. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment aussi un des bénéfices de développer toutes ces compétences-là. Reconnaître, donc rechercher, explorer les différences d'opinion, c'est toujours dans la même idée. Reconnaître les biais de confirmation, accepter qu'on a le choix d'adopter différentes perspectives. Voilà, donc ça génère de la créativité, qui est aussi une compétence humaine et sociale qui m'est chère et qui est importante pour moi. Et bon, là, je fais le lien du coup avec les compétences socio-émotionnelles. Mais voilà, permettre à l'autre d'adopter différentes perspectives. Et puis, voilà, ouvrir le champ du possible, permettre à l'autre de ne pas rester aussi peut-être dans ses croyances limitantes. Oui, mais moi, j'ai toujours fait ça, donc je pense que c'est la meilleure façon de faire. Et puis, si je ne fais pas comme ça, de toute façon, je sais que je vais échouer. Non, en fait, finalement, peut-être que non. Donc, voilà, être attentif à l'autre va permettre vraiment d'aider l'autre finalement, et puis de lui ouvrir un champ des possibles qu'on n'imaginerait même pas. Voilà, là, je remettais une petite slide donc, sur les qualités recherchées chez un leader. Donc, j'ai remis vraiment cette notion d'empathie et de bienveillance. Donc, la compétence, bien évidemment, donc pas que la compétence technique, hein. L'intégrité, la bienveillance inspire la confiance. Et puis, ça permet aussi le fait de développer chez soi l'empathie, l'affirmation de soi, nous permettent d'avoir de plus en plus cette posture de leadership. Je crois que là, voilà, c'est mes 2 dernières slides pour la présentation. Donc là, j'ai voulu revenir aussi à la notion de valeur. Diriger, donc c'est donner un sens au travail. Donc c'est permettre à l'autre, voilà, de pouvoir mieux s'exprimer, etc. Et là, vraiment, cette slide-là, elle est importante pour moi parce que donc on parle d'émotions, on parle de besoins. C'est pour donner du sens à nos relations, pour donner du sens à notre travail, voilà, on est toujours quand même perpétuellement aussi dans cette quête de sens et je pense qu'elle est importante aujourd'hui encore plus. Et là, c'était important pour moi de faire un lien aussi avec les valeurs parce que c'est aussi de la connaissance de soi. Donc, on a bien sûr la notion, donc toute la notion émotionnelle dont on a parlé, mais la notion de valeur, les valeurs intrinsèques, c'est quoi les valeurs qui priment pour moi, les valeurs sur lesquelles je ne peux pas passer, et celles qui, comme les émotions, quand elles ne sont pas respectées par mon environnement, par un environnement de travail ou personnel, ou par des personnes, par des comportements extérieurs de personnes, si on sent que ce n'est pas respecté, pareil, ça va nous provoquer une sensation corporelle plutôt assez désagréable. Si on sait l'écouter, si on sait être attentif à ça, la boule au ventre, je sais pas, la boule dans la gorge, peu importe. En fait, je vais pas faire toute l'énumération de ce genre de sensations, mais en tout cas, voilà, c'est important de savoir aussi là, en toute conscience, quelles sont les valeurs importantes pour nous. Voilà, de se poser vraiment sur cette question-là. Moi, je sais que par exemple, moi, j'ai la valeur liberté. Et j'ai la valeur liberté et bienveillance, par exemple. La valeur liberté, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait? Dans quel environnement, du coup, moi, je vais être bien? Dans quel environnement je vais sentir que ces valeurs-là, elles sont respectées pour moi? Et avec quelle personne aussi je vais pouvoir me sentir bien? Et ça, pareil, quand on est vraiment dans les relations interpersonnelles, des fois, on se dit,
alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pu souvent me le dire. Alors là, c'est pas possible. Cette personne me donne de l'urticaire quand je parle avec elle. C'est quand même très compliqué. J'ai la boule au ventre. Je sais pas pourquoi. Je me sens pas bien. Je supporte pas, quoi. Et ben en fait, c'est quoi? C'est pas forcément parce que je sais pas, la personne mâche un chewing-gum en vous regardant et que vous supportez pas ça, ou qu'elle mange la bouche ouverte. Ça va pas rester là-dessus. C'est bien plus profond que ça. Ça va être vraiment qu'en fait, il y a des valeurs dans sa façon de communiquer avec vous, ou même dans ses actions ou sa façon de faire, qui vont pas respecter les vôtres. Donc voilà, une personne qui a une forte valeur, par exemple, je vous donne un exemple un peu bateau, après il faut creuser, mais une forte valeur liberté, par exemple, ça va peut-être être compliqué pour elle d'être avec des personnes. Alors c'est un exemple bateau, pareil, c'est très simplifié, c'est très vulgarisé ce que je vous dis, mais bon, c'est pour essayer de comprendre. Ça va être compliqué pour elle peut-être d'être dans un environnement, dans une structure par exemple d'entreprise très hiérarchisée et très en silo, et par exemple avec un management très directif. Bon, c'est un exemple bateau, mais voilà, tout ça pour dire que moi, je le relie vraiment à cette conscience de soi et à comment, toujours pareil, je me mets en relation avec l'autre. Connaître ses propres valeurs permet aussi de pouvoir peut-être identifier donc, les environnements et les personnes avec qui on se sent bien, et puis et forcément de pouvoir s'adapter. La compétence d'adaptabilité très importante à des environnements et des personnes qui vont aller à l'encontre de ces valeurs-là. Catel, Oui. J'ai la main levée, mais je pense que tu ne dois pas voir de la... Non, je suis tellement concentrée. C'était pour comprendre comment lire chaque valeur. Alors, si je prends courage, Oui. Donner une direction claire et inspirante, ça veut dire ce à quoi on aspire? Alors ça, par exemple, donc, je reprends ma thématique de diriger. Tu diriges une équipe. Et donc, du coup, il y a différentes façons en fait de procéder, mais tu as pu évaluer que dans ton équipe, la valeur courage était très importante. Ça peut être une valeur collective, en fait, et pas que individuelle. Et donc, du coup, toi, tu vas pouvoir adapter ton comportement et ta façon de faire avec eux. Donc, ça veut dire que pour eux, ce serait important que tu donnes une direction claire et inspirante, une vision, un but commun. Et en fait, ça détermine à chaque fois la façon dont toi, tu vas pouvoir mener en fait l'équipe pour leur permettre d'être engagés, d'être motivés et de redonner un peu de sens à ce qu'ils font. D'accord. Donc ça, c'était pour la première ligne. Et la deuxième et la troisième, comment on les lit? Enfin, comment ça s'articule? Alors, par exemple, si je reste sur la notion de courage, alors attends, est-ce que je l'ai bien en entier? Non, attends, voilà. Donc, par exemple, pour la notion de courage, donc donner une direction claire et inspirante, c'est la façon dont toi, tu vas mener l'équipe et ton comportement, ta façon de communiquer, etc. Ouais. Ensuite, la raison de faire. Ça va être vraiment, en fait, une autre valeur, entre guillemets, sur laquelle tu vas pouvoir te reposer et qui est en lien, en fait, quand on commence à étudier un petit peu les notions, les valeurs, la valeur, en fait, c'est un petit peu comme les styles d'attachement. Tu as la valeur qui prime, donc la valeur qui ressort le plus, en fait, une valeur individuelle ou collective. Et après, tu as des valeurs, en fait, qui, si elles sont activées, des valeurs secondaires, qui, si elles sont activées, te permettent de toujours aller dans la bonne direction et de driver, en fait, tu vois, tes projets ou les équipes, etc. La raison de faire, c'est le sens. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le bien fondé en fait des actions en fait que tu fais? Donc c'est en fait tu vois c'est vraiment la base sur laquelle tu vas t'appuyer. Est-ce que c'est un besoin en gros de ceux pour qui la courage est importante? Chez eux, il y a besoin de ce sens, de cette raison de faire, d'accord. Et après le bien commun derrière, enfin juste après, du coup, c'est quoi? Eh ben c'est pareil. Sur quoi tu t'appuies en fait? La notion de bien commun, ça va être une notion importante. Ça va être l'idée qui va te permettre, tu vois, de continuer à évoluer. Et merci du coup pour ton intervention, que ce soit vraiment plus clair pour tout le monde. On retrouve toujours cette notion de besoin liée aussi là encore à la valeur en fait. Ok, merci Catel. Voilà, avec plaisir. Donc, je voulais terminer comme ça.
les 9 pratiques de leadership associées à l'intelligence émotionnelle, avec aussi une référence de livre. Alors, c'est en anglais, je ne sais pas si c'est un livre qui a été traduit ou pas. C'est les 9 stratégies, justement, associées à l'intelligence émotionnelle pour pouvoir mettre en pratique son leadership, de quelque manière que ce soit. Et donc, ici, on a quelques idées qui sont ensuite reprises dans ce livre-là. Donc, se mettre à la place des autres, l'empathie, on l'a vu comme compétence. Prendre du recul pour réfléchir à l'effet de ses comportements sur les émotions de son entourage. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que toujours là, on prend le biais de l'émotion. On prend le biais de l'émotion, on prend le biais du besoin. Et en fait, notre façon de faire, nos comportements, notre réflexion par rapport à l'autre, notre réflexion par rapport à nous-mêmes, on la prend vraiment par ce biais-là, en fait. Voilà, et non plus par… là, je ne suis pas trop, finalement, dans tout ce qui va être rationnel. Au niveau des cerveaux, on a les 3 cerveaux différents. Là, je ne suis plus dans le néocortex, en fait, qui est le siège de la raison, de la logique, de l'anticipation, de l'action, etc. Mais je suis vraiment dans cette zone, en fait, vraiment de l'émotion. Et je suis profondément persuadée que de partir aussi de cette zone-là peut donner des résultats concrets et des actions. Donc, on est toujours dans l'action. Hein, c'est pas… voilà, se dire qu'on est vraiment dans le siège des émotions et qu'on utilise les émotions pour avoir des actions, on sort vraiment un peu des fois de l'idée un peu littéraire de se dire moi je suis émotif, tout ce que j'aime c'est regarder la lune et les étoiles et je suis beaucoup dans mes émotions. En fait non, pas du tout, on est dans l'action. On peut mettre des choses en place derrière et on l'a vu de différentes façons, avec des façons de communiquer différentes, avec la communication non violente, avec des façons, dans la façon de repérer comment l'autre est en style d'attachement, en termes de profil émotionnel, comment pouvoir mieux travailler avec lui, et parce qu'on le comprend mieux. Donc voilà, donc toujours là, c'est basé là-dessus, suivre le climat émotionnel avec attention. Alors, climat émotionnel, ça peut être dans une réunion, voilà, peut-être aussi utiliser un peu plus son intuition, comment je ressens les choses. Et c'est pour ça que le corps, quand j'ai introduit mon workshop en vous disant ça, détient 98% des informations. C'est parce que bien souvent, on ne l'écoute pas. Et si on l'écoutait un peu plus, il nous donne des clés à chaque fois pour savoir comment agir. Tout comme les émotions négatives. On parle de négatifs, mais elles ne sont pas que négatives. En fait, c'est elles qui donnent l'impulsion. Ces émotions négatives, elles vont nous donner l'impulsion pour agir en fonction en fait de ce qui va nous toucher. Donc voilà, donc exprimer ensuite donc ces sentiments pour stimuler l'engagement, parce que c'est pareil, je le redis, mais je suis persuadée que s'autoriser à être transparent, à être vulnérable, quels que soient les mots qu'on peut mettre derrière ça, ça donne l'autorisation aussi à l'autre de l'être et on engage beaucoup plus les gens aussi derrière nous. Découvrir les dynamiques émotionnelles donc sous-jacentes aux situations. Ça peut être après dans des situations avec des équipes, savoir un petit peu les dynamiques relationnelles entre les personnes. Pourquoi lui, il a toujours l'impression de ne pas être respecté par les autres? Pourquoi lui, il a toujours l'impression qu'on se moque de lui? Qu'est-ce que ça vient toucher chez eux profondément? Et quelle valeur, quel besoin n'est pas respecté? Parce que finalement, c'est ça. Quand on est en réaction, c'est qu'un valeur ou un besoin n'est pas respecté. Mais déjà, il faut en avoir conscience de ça. Donc voilà, recadrer une situation dans sa perspective. Ensuite, créer des limites interpersonnelles optimales. En fait, je rapporte à ça. Créer des limites, ouais, c'est bien beau, c'est pas juste de dire à l'autre, pour moi, en fait, non, tu me parles plus comme ça, je le tolère plus. C'est bien aussi de pouvoir créer des limites en allant un petit peu plus loin et justement en disant à l'autre, moi, je comprends que là, la façon dont tu me parles ou la situation dans laquelle je me trouve, il y a un besoin primordial en fait chez moi qui n'est pas respecté et peut-être le besoin et peut-être aussi une valeur qui est la valeur peut-être justement de, je sais pas, de respect. On va un petit peu plus loin dans sa communication avec les autres. Donc voilà. Et puis je pense que on peut être surpris
par quand on tient ce genre de discours, à la façon dont certaines relations vont évoluer. Je pense on peut avoir de belles surprises aussi. Chercher de l'aide pour gérer des émotions. Je pense que c'est important de toujours aussi avoir cette conscience en fait de comment on se sent et de comment on démarre une journée, de comment on démarre une conversation, dans quel état on se sent, dans quel état on est. Et de le reconnaître, de l'accepter, de pas se juger. Et puis, je pense que ça pose aussi les bases. Et puis, la dernière, c'est d'aider les autres. D'aider les autres à développer leurs habiletés, leurs compétences émotionnelles. Ça, on l'a vu. Plus on le fait pour nous-mêmes, plus on y arrive avec les autres, en fait. Et on permet aux autres de le faire aussi. Voilà, je termine comme ça. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Merci, Catel. C'était bienvenue. Merci, Catel. Voilà, avec plaisir. C'était passionnant. Merci beaucoup, c'était super. Ouais. Ah, tant mieux. Merci. Je vous ai mis dans le chat, je ne sais pas si tu connais, Catel. Oui. Tu sais, c'est les livres de Art Mella. Alors, ils sont plutôt, oui. c'est des BD, donc c'est souvent pour les enfants. Mais moi, je les connais. Je les ai lus. En fait, il faudrait les avoir même en petit format parce qu'en fait, elle a fait une carte sur les besoins, les émotions. C'est très bien synthétisé. Voilà, je trouve que c'est un très bon outil. Oui, merci Paola. J'en ai une. Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a trois. Il y en a trois, ouais, c'est ça. J'en ai une. Et c'est vrai que c'est en forme de BD comme ça, c'est super. Ouais. C'est une très belle synthèse en fait. Super elle est sérieuse dans son travail. Enfin, c'est une autre façon peut-être de synthétiser. D'aborder les choses. Oui. Ouais. Mais tu as raison. Peut-être que la prochaine fois, si on me propose d'animer un workshop, je le ferai sous forme de BD. Non, mais c'est surtout, tu sais, mais c'est hyper intéressant. Bah oui. Je vois les réactions de tout le monde sur les besoins. C'est pas facile de identifier les émotions non plus. Et là, c'est une jolie synthèse. Enfin, voilà, c'est un travail de développement. Et c'est pas parce que c'est une BD que c'est pas profond et sérieux. Oui. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Merci de confirmer. C'est très chouette. Oui. Ouais, j'en ai une et vraiment, je vous les conseille parce que tu as tout à fait raison. C'est aussi une approche aussi ludique et puis pas prise de tête, en fait, de pouvoir aborder ce sujet-là. Merci, Catel. Une question pour Catel. En fait, j'ai un dicton qui me trotte dans ma tête et je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Le dicton qui dit le respect, ça se demande pas, ça s'impose. Et moi, je trouve ça hyper juste parce que j'ai beaucoup passé de temps à demander le respect, mais en fait, ça marche pas du tout. Et comment les outils que tu proposes là peuvent permettre de justement pas être dans la demande, mais juste de poser quelque chose de base qui fait que il y aura pas de problème. Écoute, là, spontanément, par rapport à ce que tu me dis, je relirais ça à l'affirmation de soi. C'est-à-dire, comment je pourrais te répondre? Je relirais ça comme ça spontanément à l'affirmation de soi. C'est-à-dire qu'en effet, pas besoin de demander le respect, mais de l'imposer, ça passe par la posture qu'on va avoir. Et donc, du coup, la confiance en soi, la façon dont en fait, de ne pas se juger, donc de ne pas être, tu vois, je pense que c'est important, cette posture-là, de pouvoir l'acquérir quand on ne se juge pas en permanence, quand on ne juge pas ses ressentis. Et je pense que ça passe par le fait de se dire, à un moment donné, dans certaines situations, OK, alors moi, je ressens ça, ça ne me va pas. Je suis vraiment pas OK, en fait, avec ça, avec ce qu'on me dit, par exemple, ou avec la façon dont se comporte l'autre personne vis-à-vis de moi. Et la façon dont je vais lui répondre, elle va être très juste. Je vais pouvoir lui dire, on peut reprendre peut-être un peu aussi, tu vois, la technique OSBD, sans inclure forcément une demande si on n'est pas sur le fait de demander à l'autre de nous respecter nous. Mais ça peut être intéressant par rapport à la posture qu'on va avoir vis-à-vis de l'autre, de dire, moi, je me sens comme ça quand il se passe ça. Pour moi, c'est pas, par exemple, je sais pas, c'est pas juste.
Et si c'est un comportement qui vient à se réitérer, par exemple, c'est pas possible. Donc, du coup, je me retirerai de la conversation, ou peu importe, en fait, tu vois. Mais spontanément, je ferais vraiment le lien avec cette affirmation de soi et ce positionnement qu'on peut avoir en se disant, parce que je trouve que dans l'énergie en fait que la personne, dans son positionnement, va dégager, c'est très facile pour d'autres personnes de se dire, oh là là, elle, je vais rapidement la déstabiliser parce que je sens finalement qu'elle me dit quelque chose, mais derrière, elle n'est pas sûre d'elle-même, qu'elle pense ça, mais finalement, ça se trouve, elle doute d'elle-même. Et je pense vraiment, voilà, je repartirai vraiment au travail de nous, à nous, et de cette posture, tu vois, à avoir vis-à-vis de l'autre. Et donc, du coup, la posture qui va s'exprimer aussi d'une certaine façon. Et pour moi, vraiment, je pense que la méthode OSBD, elle peut être aussi, elle pourrait aussi convenir. Tu vois, la méthode OSBD, c'est vraiment pas la notion de se dire, de supplier, tu vois, s'il te plaît, je me sens pas bien, s'il te plaît, je te demande d'être sympa avec moi. Tu vois, je pense qu'on peut l'aborder de manière aussi un peu plus subtile. Je sais pas si j'ai réussi à répondre à peu près à ta question. C'est pas évident, mais… Elle viendrait compléter parce que je trouve que ce que tu vas nourrir, ce que tu dis avec l'assertivité, en fait, le comportement assertif. Oui, tout à fait. Oui, tout vraiment, à fait. Dans ce cas-là, Sandra, on fait un workshop sur l'assertivité qui donne vraiment les clés de ça. Et c'est pour ça que c'est juste pour venir nourrir ce que dit Catel, parce que c'est quelque chose, une technique en plus. Ce sont des techniques, les techniques assertives. Ça a été développé par un psychologue américain là, au début du XXe siècle, et c'est très puissant dans l'affirmation de soi pour avoir une autorité ou être reconnu naturel, sans empiéter sur l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire sans prendre une posture agressive, sans prendre une posture dominante. Et il y a des vraies techniques pour ça et qui sont hyper puissantes. Donc, on fera, je crois que ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête de faire un workshop sur l'assertivité. Et c'est relié, comme dit Catel, de toute façon, les fondamentaux, c'est l'affirmation de soi. Voilà. Et c'est quand toi, au plus profond de toi, tu es bien construit, tu es bien calé à ce niveau-là, que tu peux trouver la juste place. Mais il y a des techniques pour ça. Hein. C'est pas juste avoir confiance en soi, en fait. Sinon, ce serait difficile. Et puis, en même temps, ce serait trop facile. Parce qu'on peut avoir confiance en soi et pas être assertif. Et on peut être assertif avec un manque de confiance en soi. C'est ça qui est intéressant. Voilà ce que profitez-en si vous avez quelques questions, parce qu'on finit 7 minutes en avance. Donc, n'hésitez pas. Moi, je voulais te dire un grand merci, Catel, parce que je savais que ça allait être très riche. Et on a enlevé des slides parce que Catel, elle avait vraiment un contenu encore. On fera peut-être un deuxième workshop, Catel, si jamais. J'en avais tellement mis. Ouais, j'ai dû synthétiser un petit peu. En tout cas, un immense merci. C'était vraiment passionnant. On sent que c'est un sujet que tu maîtrises bien et que tu aimes beaucoup. De fabrique. Donc là, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Et sinon, on vous donne les étapes, les prochains rendez-vous d'Airwoman. Est-ce que vous avez des choses à demander à Catel? Catel qui est à Aix-en-Provence, hein? Au soleil peut-être, Catel, toi? Oui, au soleil, je confirme. Oui. Tu vas nous envoyer un peu. Je vous en envoie un petit peu. Je vous envoie un peu de soleil. Alors, si vous n'avez pas de questions, personne n'a de questions? Non, c'est clair. Alors, je vais couper l'enregistrement parce que là, c'est bon. Merci infiniment. Donc, Catel, hop. Et